Quand vous manifestez en faisant la partie énergétique, vous voulez vraiment faire ça en premier, mais c'est un peu comme si vous aviez cette balle et que vous vous lanciez cette belle passe. C'est ça. Vous devez aussi passer à l'action et attraper cette balle que vous venez de lancer. Genre, vous savez, 1 mois plus tard, tout d'un coup, vous remarquez genre, ouh, quelque chose arrive. Voilà cette opportunité. Vous savez, vous devez toujours passer à l'action et saisir ça. Vous ne pouvez pas juste rester assis là et attendre et penser que quelqu'un d'autre va passer à l'action pour vous. Donc, oui, l'action est nécessaire dans le cadre des étapes de manifestation. C'est aussi utile pour renforcer la confiance en votre intuition, de la mettre à l'épreuve. Bonjour à tous, bienvenue au Ask Julie Ryan Show. C'est là où nous mélangeons spiritualité et aspects pratiques pour vous aider à vivre une vie pleine de sens et de joie. Aujourd'hui, nous recevons le guérisseur énergétique Jeffrey Allen et nous allons parler de comment utiliser l'intuition pour créer la vie de nos rêves. Jeffrey apprend aux gens à se défaire des drames incessants et à améliorer les relations, approfondir les liens spirituels et accroître le bonheur dans leur vie quotidienne. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire et de partager cet épisode avec votre famille et vos amis. Maintenant, parlons à Jeffrey. Jeffrey, ravi de vous avoir. Bienvenue. Merci Julie, c'est formidable d'être ici. Vous êtes à Tokyo. Nous parlions avant de commencer à enregistrer et j'ai dit « Oh, c'est comme un film de science-fiction, je peux vous parler dans le futur. » Oui, c'est ça. C'est toujours le futur ici et je ne sais pas si ça signifie quelque chose, mais c'est assez amusant. C'est assez incroyable. À l'époque, le voyage dans le temps était ce à quoi les gens songeaient avec les machines. Et maintenant, n'importe qui avec un ordinateur a une machine à voyager dans le temps à portée de main, n'est-ce pas? Alors, je pense aux prophètes d'antan qui ont prédit cela. Ils sont au paradis, regardant en bas, se disant « Ouah, ils le font vraiment ». Oui, c'est incroyable, vous avez raison. Et les choses que nous tenons pour acquises maintenant, comme cet appel, à travers les fuseaux horaires et même les jours ici, on dirait, auraient été de la magie il n'y a pas si longtemps. Absolument, je suis d'accord. Vous aidez les gens à créer une vie au-delà de leurs rêves. Parlez-nous de ça. Oui, c'est super. Ce que j'ai découvert, c'est que la plupart d'entre nous se concentrent sur genre imaginer la vie que nous voulons et ensuite essayer de concrétiser cette vie. Donc on pense genre je veux être comme cette personne que j'admire, je veux gagner une certaine somme d'argent ou je veux avoir une relation comme ça. Et on planifie en quelque sorte ce qu'on veut créer et ensuite on essaie d'exécuter selon ce plan ou de faire arriver les choses. Et ce que j'ai découvert, vous savez, j'ai passé 10 ans à faire des séances privées pour des clients. Et puis, dans ma propre vie aussi, ce que j'ai remarqué, c'est que ce modèle ne fonctionne pas vraiment très bien pour tout le monde. Pour certains, certaines personnes y arrivent, sont capables de penser à des choses et de les manifester, etc. Mais ce que j'ai découvert, c'est que la différence entre les gens qui luttent pour créer leurs rêves et les gens pour qui cela semble facile de créer leurs rêves, tient principalement à l'origine de ces rêves. Et donc, si les rêves viennent de mon esprit analytique ou genre de la façon dont j'admire quelqu'un d'autre en pensant « Oh, j'adore vraiment ce que cette personne fait. Je veux être exactement comme elle. » Vous savez, si on pense comme ça, ces rêves sont souvent très difficiles à manifester. Et les gens qui arrivent à manifester leurs rêves apparemment facilement, c'est ça. Ça a toujours l'air facile de l'extérieur parce qu'on ne voit que la dernière étape. On ne voit pas les 10 ans de préparation avant la dernière étape. Mais quand ça semble facile, c'est parce que les gens écoutent une guidance différente. Ils écoutent à l'intérieur et se connectent à ce que mon esprit veut créer dans cette vie ou ce que mon âme veut expérimenter ou ce qui est dans le flux naturel pour moi, dont je n'ai même pas conscience. C'est pourquoi je dis que je veux vivre la vie qui est meilleure que mes rêves ou au-delà de mes rêves. Parce que si je me limite à ce dont je rêve, je ne vais pas vraiment atteindre les choses qui me surprendront et qui sont excitantes ou qui dépassent ma propre imagination. Et c'est pourquoi je dis que c'est comme si je n'aurais jamais pu imaginer créer la vie que j'ai maintenant. Et en fait, si quelqu'un me l'avait dit, et quelquefois j'ai eu des indices où, vous savez, ma guidance m'avait dit ce qui allait arriver, et c'était effrayant et ça semblait impossible. Mais une fois que vous entrez en quelque sorte dans ce que la vie veut créer pour vous ou ce que votre âme veut créer pour vous,
vous vous amuserez en fait beaucoup plus. Il y a moins d'efforts à fournir et vous serez constamment surpris par la personne que vous devenez. C'est vraiment merveilleux. Je suis d'accord. Deux choses me viennent à l'esprit. D'abord, Steve Jobs était un tel visionnaire et il disait que la différence entre lui et d'autres inventeurs et fondateurs d'entreprises et des gens comme ça, c'est qu'ils faisaient tous des groupes de discussion pour voir ce que les gens voulaient. Et pour en venir à ce que vous disiez, il disait, ils ne savent pas ce qu'ils veulent tout d'abord. Et deuxièmement, nous devons les aider à savoir ce qu'ils veulent en inventant des choses qui amélioreront leur vie, comme l'iPhone. Et ça a commencé avec l'iPad ou non avec le jeu. C'était quoi? L'iPod. L'iPod, oui. Je pense aux petits trucs pour la musique, l'iPad, puis l'iPad et tout ça. Et je sais par expérience personnelle, je suis inventrice de dispositifs chirurgicaux vendus dans le monde entier et j'ai fondé 9 entreprises dans 5 secteurs de ma carrière. Et c'est la première chose dans ce domaine un peu perché que j'ai jamais faite sans business plan. Et de toute façon, personne ne les suit. Vous savez, c'est juste pour les financiers. Quand vous avez un business plan, ils sortent ces chiffres de nulle part et ensuite vous devez les atteindre et avoir des ventes qui les atteignent. Mais les gens me disent, surtout mes amis entrepreneurs et mes collègues du monde des affaires, eh bien, quels sont vos objectifs avec ça? Je réponds, je ne sais pas, je n'en ai aucun. Et ils disent, eh bien, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Eh bien, je ne sais pas. Eh bien, comment as-tu eu toutes ces idées? J'ai été guidée. J'avais une idée, puis je vérifiais, et peu de temps après, ça se matérialisait. Et c'est de loin la chose la plus amusante que j'ai jamais faite de toute ma vie. Sans conteste, il n'y a pas photo. C'est super. Je suis la preuve vivante de ce que vous venez de dire, que ça arrive vraiment. Oui, c'est incroyable. C'est la raison pour laquelle, quand les gens vous demandent quels sont vos objectifs et que vous répondez « je ne sais pas », je pense qu'une partie de cela, c'est que lorsque nous écoutons à l'intérieur, vous savez, ce qui vient de nous, ce sentiment de guidance, ce sens de soi ou de connexion avec l'univers, ça n'est pas une construction linguistique. Ce n'est pas quelque chose qui vient avec des mots. Donc, c'est difficile pour nous d'expliquer aux autres avec des mots ce que c'est. J'ai appris beaucoup de ça en étudiant avec ma femme, Isami. Elle exprime cela dans les termes les plus clairs que j'ai vus. Et elle dit que ce type d'information arrive d'un seul coup. Vous avez juste, en un instant, tout d'un coup, votre esprit analytique s'est éteint et vous comprenez. « Waouh, je viens de comprendre. J'ai eu ce flash complet de maintenant, le futur, toutes les personnes impliquées, tous les différents potentiels qui peuvent se produire. Mon passé qui m'a amené ici, genre tout en un instant. J'ai juste tout reçu. » Ce n'était pas comme un livre que vous lisez ou quelque chose que vous écoutez. C'est juste une prise de conscience soudaine de tout. Et donc, c'est difficile de traduire ça en ce à quoi les gens sont habitués, c'est-à-dire, comme vous l'avez dit, quels sont vos objectifs? Qu'allez-vous en faire? Vous répondez, mon objectif est de suivre mon cœur. Mon objectif est de m'exprimer magnifiquement et d'être authentique. Mon objectif est d'être au service des gens. Ce sont des objectifs réalistes, mais pas ce qui est listé sur la feuille de route commerciale, n'est-ce pas? S'amuser et vivre une vie de joie. C'est ça. Oui, c'est un objectif aussi, ce qui est vraiment intéressant. D'où vient l'intuition? D'où pensez-vous qu'elle provient? Je pense que l'intuition, je suppose que pour répondre littéralement, je dirais qu'elle vient de partout. Donc, l'intuition est juste notre capacité naturelle innée à pas vraiment d'être connecté ou juste que nous. Nous sommes connectés à tout. Donc, quand nous regardons nos corps physiques, cela semble vraiment évident. Nos corps physiques sont séparés. C'est le modèle que nous avons construit sur la façon dont tout fonctionne. Nous sommes séparés. Je suis ici, vous êtes là, séparés dans le temps et l'espace. Oui. Tout cela est très vrai pour les objets physiques à ce niveau. Mais si nous regardons la mécanique quantique et si nous regardons un peu plus profondément les choses que nous ne pouvons pas voir avec nos qui sont si évidentes, nous remarquons que, en fait, tout est connecté. Tout est connecté à travers le temps et l'espace. Nous sommes tous connectés les uns aux autres. Quand nous levons les yeux vers les étoiles, nous ne voyons pas réellement les étoiles en ce moment. Nous voyons, je pense que je trouve ça fascinant, nous voyons des étoiles qui sont à des milliards de. La lumière qui vient d'elles date d'il y a des milliards d'années. C'est ça. Parce qu'il lui faut autant de temps pour arriver jusqu'ici. Donc même les choses que nous regardons, ça semble être le temps présent, la plupart de ce que nous voyons dans le ciel a disparu maintenant.
Et il y a d'autres choses que nous ne voyons pas qui sont là. C'est ça. Et ce sentiment de connexion ou cette sorte de connexion innée ou intrinsèque à toute chose, c'est ça. C'est de là que vient notre intuition. Quand nous calmons notre esprit et remarquons que nous sommes connectés à toute chose, nous appelons cela l'intuition. Mais nous pouvons aussi simplement l'appeler la vie ou la conscience ou la sentience. Vous savez, nous pensons que nous l'appelons intuition parce que c'est quelque chose auquel nous ne sommes pas habitués. Vous savez, culturellement, au fil des ans, on a été entraîné à ça. C'est pas vraiment cool d'en parler ou de le faire. Il y a même eu des efforts concertés pour prendre quiconque en parlait et en quelque sorte les faire taire. Étonnamment, on a un peu peur d'en parler ouvertement, comme si c'était un sujet tabou. Oui, enfermez-les, mettez-les dans un asile de fous quelque part. Et disons, brûlez-les sur le bûcher, vous savez. Oui, exactement. Exactement. Eh bien, et quand je préparais cette conversation, j'ai eu une pensée. Je n'y avais jamais pensé avant, mais je me suis dit, la bonne personne à qui poser la question. Pensez-vous que l'intuition est toute la même? Je pense que l'intuition vient de notre esprit et notre esprit est un avec la source, Dieu, l'univers, peu importe comment vous voulez l'appeler. Mais ça m'a fait réfléchir, auriez-vous la même intuition que moi si nous étions coincés dans un métro et que nous étions incapables de sortir de ce métro? Je veux dire, aurions-nous tous la même intuition ou notre intuition serait-elle différente? Vous auriez l'intuition. Peut-être que vous penseriez, eh bien, je dois appeler ma femme ou je dois envoyer un texto à quelqu'un. Et peut-être que mon intuition serait, je dois aller voir si je peux forcer ces portes. Pour sortir de ce véhicule, ce train, disons que c'était un métro, comment pensez-vous que ça fonctionne? Recevons-nous tous une intuition personnalisée qui vient juste pour nous et est-ce que c'est un peu dans la même direction pour tout le monde, mais juste nuancé selon ce qu'est notre parcours de vie? Oui, excellente question. De mon point de vue, l'intuition, c'est nous regardons tous à travers le prisme de notre expérience et ça se manifeste en termes de notre physique. Expérience physique, vous savez, comme notre, vous savez, votre corps est la seule partie de vous qui est localisée dans le temps et l'espace. Donc le reste de vous peut se déplacer librement à travers le temps et l'espace, mais pas le corps. C'est ça. Donc c'est là que nous concentrons en quelque sorte notre expérience typiquement. Donc, dans cette situation dans le train, je vais avoir cette perspective depuis mon corps, mais aussi depuis mes expériences, mon système de croyances que j'ai construit sur le monde. Et notre intuition doit filtrer à travers ces biais que nous avons ou cette perspective que nous avons. Et c'est l'une des raisons principales pour lesquelles les gens obtiendront des résultats différents et des résultats apparemment contradictoires. Parfois, quand ils se connectent, deux personnes peuvent voir quelque chose de très différent. Parfois, ils verront quelque chose de différent parce que, comme je l'ai dit, nous l'appliquons à nous-mêmes. Dans votre cas, vous dites, d'accord, sortir est la chose importante pour moi. Donc, je demande essentiellement à l'univers, comment pourrais-je sortir de cette situation? L'information est disponible. Va à cette porte, ouvre-la. Pour moi, je pourrais penser, ma priorité est que ma famille ne s'inquiète pas. Alors, comment je m'occupe de ça? Donc, c'est l'intuition que je reçois, c'est « je dois appeler ma femme ». Et donc, toute l'information est disponible, mais nous nous syntonisons en quelque sorte sur les canaux qui correspondent à ce qui est important pour nous sur le moment. Et nous avons tous des priorités différentes, donc ça arrive différemment. Mais j'ai vu aussi, c'est fascinant de voir à quel point nos croyances influencent ce que nous recevons par notre intuition. Parce que j'ai enseigné l'intuition pendant de nombreuses années, plus d'une décennie, et ce que j'ai découvert, c'est que tout le monde a de l'intuition. Tout le monde est guérisseur, tout le monde est canalisateur. Ce sont des capacités humaines normales. Ce qui fait obstacle, c'est typiquement quand on commence à réfléchir aux choses ou quand une intuition arrive, ce n'est pas ce à quoi je m'attendrais ou pas ce avec quoi je suis à l'aise selon mes préférences culturelles ou religieuses. Donc, quand cette intuition arrive, je pourrais penser, je ne sais pas si c'est de l'intuition. Peut-être que c'est une force obscure qui me parle. Non, c'est tout pareil. Toute l'intuition n'est que de l'intuition. Ce n'est ni bon ni mauvais ou, vous savez, c'est juste de l'information venant de l'univers.
Donc, c'est vraiment fascinant. Et si vous voulez améliorer votre intuition, genre, si vous écoutez ceci et que vous voulez améliorer votre intuition, c'est la seule chose que je puisse dire qui aidera le plus, c'est d'être vraiment honnête sur ce que vous croyez. Cela a à voir avec mes croyances. C'est ce que j'espère entendre, ce que je veux entendre. Et donc, je vais être reconnaissant d'avoir entendu quelque chose que je voulais entendre. Et puis, je vais aller un peu plus loin et dire, puisque je reconnais cela, y a-t-il autre chose de disponible qui pourrait me surprendre ou m'enchanter? Ou y a-t-il quelque chose que j'ai peur d'entendre? C'est ça, voilà. Et quand je commence à m'ouvrir de cette façon, soudain, c'est comme si je passais d'une vision tunnel, où genre, j'utilisais juste mon intuition pour valider mon système de croyances, ce qui est vraiment amusant, mais juste un peu limité. Et soudain, je commence à m'élargir et je me dis, oh, mon intuition élargit mon système de croyances. Oh, wow, je suis ouvert à plus. Je me comprends mieux moi-même, je comprends mieux mes relations et le monde davantage et ma vie davantage. Et c'est beaucoup plus beau et moins effrayant que je ne le pensais. Vous savez, donc, laisser ses croyances s'élargir. En fait, ça fait vraiment, vraiment du bien, même si c'est effrayant au début. Ça fait vraiment du bien. Et toute peur, la plupart, 99,9% sont fausses. Ce sont des infox. C'est de la fausse peur. C'est ça, ce sont des choses dont nous avons peur qui sont irrationnelles. Maintenant, si vous êtes au milieu de la route et qu'un bus fonce sur vous, sortez de la route avant qu'il ne vous écrase. Parce que oui, c'est une peur irrationnelle qui peut vous blesser ou vous tuer, mais quasiment tout le reste est une peur irrationnelle. Nous sommes tous programmés pour la peur, donc c'est notre première réaction en tant qu'espèce. Mais je crois vraiment, parce que je l'ai fait moi-même, que nous pouvons nous entraîner à rapidement dire, d'accord, est-ce une vraie peur, est-ce une fausse peur, et éviter cette situation de type combat ou fuite et s'ouvrir à partir de là. Oui, intéressant. Oui, et l'intuition, je pense que la plupart d'entre nous sommes tellement occupés que nous n'y prêtons pas attention, ou nous y pensons, puis nous sommes distraits par nos vies quotidiennes et nous l'oublions. Et c'est une pratique de pouvoir agir en fonction d'elle, je trouve. Oui, c'est vrai. Et la plupart des gens croient ça, ou beaucoup de gens croient que l'intuition est quelque chose que d'autres personnes ont ou qu'il faut vraiment travailler pour la développer. Et je dirais que ce n'est pas vraiment vrai. Tout le monde a de l'intuition. Le travail, c'est de s'autoriser à écouter. Ce n'est pas que vous ne soyez pas assez sensible pour capter intuitivement quelque chose qui arrive tout le temps pour tout le monde. C'est juste qu'il se passe tellement de choses là-haut pour la plupart des gens que ça noie cette sorte de beau signal silencieux de l'univers, cette intuition. Notre esprit est tellement occupé à inventer, vous savez, et à écrire des histoires et à ressasser notre passé. Vous avez mentionné les peurs. C'est de là que vient une grande partie de la peur. Quelque chose d'effrayant s'est produit dans le passé qui était réel. Et c'était dans le passé. Exact. Donc, vous savez, je n'ai pas à trop m'en inquiéter, mais c'est déjà arrivé. Mais on en arrive au point où si c'est arrivé avant, ça va se reproduire. Et c'est garanti que ça va arriver. Donc, je ne veux pas le faire. Oui. Et je pense aussi que tant de gens n'agissent pas. Ils ont une pensée et puis ils n'agissent pas. Et d'après mon expérience, j'aimerais beaucoup avoir votre avis là-dessus. Il faut qu'on agisse pour que quoi que ce soit se matérialise. Oui, absolument. Oui, ça soulève, en quelque sorte, quelques bonnes questions. Parfois, les gens pensent que je peux juste méditer, rêver, manifester et faire du travail énergétique. Et puis, c'est suffisant, j'ai fait ma part et ensuite, tous ces rêves deviendront réalité. Et ce que j'aime dire, c'est que lorsque vous manifestez en faisant la partie énergétique, vous voulez absolument faire ça en premier. Mais c'est un peu comme si vous aviez cette balle et que vous vous faisiez cette magnifique passe à vous-même, là, dans le futur. Donc, vous créez une opportunité dans le futur, mais vous devez aussi agir et attraper cette balle. Vous venez de lancer quelque chose, genre, vous savez, 1 mois plus tard, tout d'un coup, vous remarquez, oh, quelque chose arrive. Voilà cette opportunité. Simplement, vous savez, vous devez toujours agir et l'attraper. Vous ne pouvez pas rester assis là à attendre et penser que quelqu'un d'autre va agir pour vous. Donc, l'action est absolument requise dans le cadre des étapes de manifestation. C'est aussi vraiment utile, si vous voulez, développer la confiance en votre intuition, de l'essayer, vous savez, et ne l'essayez pas seulement sur la chose la plus importante, la plus dangereuse ou la plus effrayante pour vous. Ce n'est pas un bon contexte pour apprendre, en fait.
Vous voulez l'essayer sur des choses du quotidien, n'est-ce pas? Donc, comme je le faisais, je prenais des cours d'intuition quand je vivais à Boulder et j'étais ingénieur logiciel. Et donc, en allant au travail en voiture, je me disais, d'accord, essayons ce truc de l'intuition. Imaginons en conduisant que je peux, d'une manière ou d'une autre, voir, sentir, entendre, ou peu importe, quel est le meilleur chemin pour éviter les embouteillages. Parce qu'il y avait plusieurs façons pour moi d'aller au bureau et je les suivais. Et j'étais assez convaincu après environ une semaine. Je me disais, oh, on dirait que les choses se passent plutôt bien. Puis j'ai pensé, mais je ne sais pas vraiment parce que je voulais qu'elles se passent bien. On dirait que mon intuition fonctionne, mais ça pourrait juste être un biais de confirmation. Donc, je vais me connecter et ensuite, je vais intentionnellement prendre le chemin que mon intuition indique comme n'étant pas le meilleur. Voir ce qui se passe. C'est là que j'ai vraiment commencé à faire confiance à mon intuition. Parce que chaque jour où je faisais ça, il y avait des embouteillages, des accidents, des routes fermées. Chaque jour, je rencontrais un retard et c'était genre « wow ». Maintenant, je sais vraiment que mon intuition fonctionne parce que je ne la suis pas, et j'en vois les résultats, et c'est génial. Ce type d'expérimentation amusante est un excellent moyen de développer la confiance en votre intuition. Plutôt que de l'utiliser uniquement pour la chose la plus grande, importante ou effrayante, et d'essayer d'être parfait du premier coup, ce n'est pas bon. Ça ne renforce pas la confiance, ça nous donne l'impression qu'on ne peut pas y arriver. L'intuition est-elle différente de la capacité psychique? Parce que tout le monde vit cette situation où l'on pense à quelqu'un et puis on reçoit un SMS, un email ou un appel de cette personne, où on la croise et on dit « Oh, je pensais justement à toi ». Quelle coïncidence! Il n'y a pas de coïncidence. Tout ça, c'est de l'énergie et la façon dont nous sommes tous connectés. Et ce truc du channeling, la façon dont je le perçois, et j'aimerais avoir ton avis, Jeffrey, c'est qu'on se branche sur cette station, cette fréquence d'information et cette personne capte notre, vous savez, notre « Hey, comment vas-tu ?» Ils appellent. Est-ce ça? Y a-t-il une différence entre l'intuition et la capacité psychique? Oui, pas selon moi. Donc, dans mon univers, c'est la même chose. Ce sont juste des étiquettes différentes. Je pense. Quand j'ai commencé une formation en intuition, l'école où je suis allé s'appelait Psychic Horizon Center, CHAT. Et c'était peut-être à la fin des années 90. Si vous fréquentiez les milieux New Age, c'était un mot cool. Genre, voyant, c'était un truc plutôt cool. Vous expérimentiez quelque chose. Mais dans ma carrière d'ingénieur, ce mot signifiait que j'étais fou, n'est-ce pas? Donc, on a plutôt intérêt à choisir le mot qui convient à son public. Et donc, le premier site web que j'ai créé, j'ai intentionnellement mis « Je suis voyant, guérisseur, médium » parce que je voulais immédiatement faire fuir quiconque n'était pas compatible, quiconque ne pouvait pas m'accepter, entendre ces mots. Ce n'était probablement pas ça. Je ne peux pas aider ces gens-là. Et donc, je ne veux pas leur faire perdre leur temps. Je ne veux pas perdre mon temps. Je l'ai mis sur le site et je me disais, c'est pas du marketing. Le marketing, c'est comme c'est un filtre. Vous voulez que les gens à qui vous ne pouvez pas fournir un service de valeur sachent ça immédiatement et aillent ailleurs. C'est ça. C'est le meilleur service que je puisse rendre. Genre, ne perdez pas de temps avec moi. Je ne suis pas la personne qu'il vous faut. Allez ailleurs. Et donc, mais au fil des ans, j'ai commencé à utiliser davantage le mot intuition, n'est-ce pas? Parce que ça sonne un peu mieux. Voyant, c'est un peu connoté. Les gens pensent généralement à un diseur de bonne aventure, donc vous allez me regarder, vous allez me dire l'avenir, et je ne dirai pas que ce n'est pas possible. C'est possible de voir l'avenir. Espace de probabilité? Absolument. J'ai passé beaucoup de temps à faire ça pour les gens. Mais cet avenir dépend de la façon dont chacun réagit. C'est ça. Donc, ce n'est pas essayer de prédire l'avenir de manière précise. Ça n'a même pas de sens. La valeur de la prophétie, c'est de nous rendre conscients des possibilités à venir afin que nous puissions faire de meilleurs choix basés sur une perspective plus large. Donc, si vous voyez quelqu'un qui prédit différents événements, genre « Oh, il va se passer des choses terribles dans le monde où ces événements vont arriver et ils ont raison encore et encore et encore. » J'ai vu ça avec, je crois que c'était Gordon Michael Scallion qui faisait toutes ses prédictions dans les années 90. Il voyait juste. Et puis tout d'un coup, il a commencé à se tromper et il était à côté. Et les gens pensaient « Oh, il a perdu son don de prédiction. » Et c'est en fait mon professeur Michael Tomorrow qui l'a expliqué différemment.
Il a dit, en fait, ce qui s'est passé là, c'est qu'il a transmis le message à suffisamment de gens pour qu'assez d'entre nous disent, je ne veux pas de cet avenir, que je ne veux pas être sur la route sur laquelle nous sommes, manifestement, parce qu'il l'a prédit. Et suffisamment de gens ont dit, prenons un autre chemin. Et donc maintenant, nous ne sommes plus sur cette route qu'il voit. Ça veut dire qu'il a fait son travail, pas qu'il n'est plus bon. Eh bien, chaque fois que quelqu'un veut que je lui dise ce qui va se passer dans le futur, je dis, écoutez, voilà ce que je peux vous donner maintenant. À cet instant T, ce sera peut-être différent. Dans une heure, dans une semaine, dans un mois, parce qu'il y a des milliards de variables qui entrent en jeu et qui peuvent affecter un résultat. Et je donne toujours cet avertissement parce que je dis que si quelqu'un est un diseur de bonne aventure ou un voyant ou autre, et qu'il dit avoir une précision de 100%, je dis fuyez dans l'autre sens. Personne n'y arrive, car les choses évoluent et personne ne peut prédire un résultat. Pour en revenir à ce que tu disais, il y a une probabilité que ce soit exact, mais qui sait même quelle est cette probabilité? Oui, eh bien, et quelqu'un qui est précis à 100%, je veux dire, ça arrive parfois, mais ceux-là, il y a d'autres explications. Donc, typiquement, cette personne est très persuasive et est très douée, intentionnellement ou non, est très douée pour programmer ses clients dans un système de croyance particulier. C'est ça. Donc, genre, si je peux convaincre tout le monde qu'ils vont trouver une relation formidable et que je suis tellement persuasif et convaincant, il y a de bonnes chances que cela arrive parce qu'ils changent leur état d'esprit. C'est ça. Donc ça, j'ai pris mes croyances et ils les ont adoptées. Donc maintenant, ils sont sur ma route. Ça ressemble à ce que j'ai dit, mais ça ne veut pas dire que si vous n'aviez pas parlé à cette personne, vous seriez définitivement allé dans cette direction. C'est ça. Donc les gens ne pensent pas à ces choses. Vous savez, on pense juste, je leur ai parlé, c'est arrivé, ça devait arriver, ce serait arrivé de toute façon. Non, probablement pas parce que vous êtes. C'est un très bon argument. Tout ce truc de l'effet placebo. Oui. J'appelle ça placebo ou on pourrait juste appeler ça la manifestation. C'est le mot à la mode maintenant. Oui, j'ai une formation médicale, pas en tant que professionnel de la santé, mais comme quelqu'un qui a longtemps travaillé dans l'industrie du côté des fournisseurs. Et je sais que dans les études menées sur la plupart des médicaments, le placebo, les personnes de cette étude, celles qui prennent le placebo, la pilule de sucre, obtiennent de meilleurs résultats. Elles guérissent plus vite, plus complètement que celles qui prennent le médicament, toujours. C'est généralement, je dirais que le chiffre est de 52 ou 53% des personnes qui sont prises. Vous savez, parmi les personnes de l'étude, c'est plus efficace, 53%. Et ce sont tous des placebos. Oui, et en fait, c'est un bon exemple de ce dont nous parlions plus tôt à propos du passage à l'action. Donc, passer à l'action est vraiment important. Pas nécessairement. Ça ne veut pas dire que l'action elle-même ait fait quoi que ce soit. Exact. C'est que vous avez entrepris une action avec l'intention de créer, manifester ou guérir. Vous savez, je me suis impliqué, j'ai arrêté d'hésiter, je me suis engagé à faire quelque chose. Et même si j'ai pris une pilule de sucre sans le savoir, le simple fait de m'être engagé pour essayer quelque chose a changé ma trajectoire. Et j'adore l'effet placebo. Je veux dire, c'est un si bel exemple. Et ça n'enlève rien au fait que la médecine fonctionne. La médecine fonctionne, mais aussi l'intention. Je suis d'accord. Comment définis-tu l'énergie et a-t-elle des limites dans ce travail que toi et moi faisons? J'utilise l'énergie pour signifier les choses intangibles que nous ne pouvons pas toucher, que nous ne pouvons pas voir et toucher et goûter et entendre. Mais dans une perspective plus large, l'énergie, c'est juste le tout. C'est comme dire univers ou tout ou c'est ça. Il n'y a vraiment rien qui n'entre pas dans cette catégorie d'énergie. Donc c'est un terme magnifique. En ce sens, on peut l'utiliser, vous savez, sans se tromper. Mais je pense que beaucoup de gens utilisent ou pensent à l'énergie en termes de ce qu'ils ont vu dans les films ou la science-fiction, comme si c'était une chose magique, et on ressent ça quand on plonge pour la première fois dans le travail énergétique et l'intuition.
On a un peu l'impression d'avoir de nouveaux super-pouvoirs. Je n'arrive pas à y croire. Je me souviens être passé par là et ce n'est pas qu'il y ait des super-pouvoirs magiques que vous avez, c'est juste que vous n'étiez pas conscient. À quel point vous êtes puissant et à quel point nous sommes connectés à tout. Et cela, oui, non seulement je peux influencer le monde qui m'entoure, mais j'influence le monde qui m'entoure en permanence. Mais si je commençais à le faire ne serait-ce qu'à 1% consciemment au lieu de 100% inconsciemment, c'est un changement énorme. Genre, tout d'un coup, on dirait que tout va dans mon sens. Oui, je repense probablement à mes cours de sciences de CE2 où l'on apprenait que tout est fait d'énergie. Et quand on est assis au bureau, vous savez, et que ça semble très solide, c'est juste de l'énergie qui se déplace plus lentement que l'énergie. Et maintenant, nous avons beaucoup plus d'exemples d'énergie qui se déplace sans que nous puissions la voir. Depuis l'époque où j'avais 8 ans en CE2 avec les micro-ondes, le Wi-Fi, toutes ces choses que nous avons dans notre société moderne. Mais j'y reviens et je suis d'accord avec toi. Je reviens à la source. C'est Dieu, c'est l'univers, c'est peu importe. Et nous sommes tous. Nous sommes une fractale du divin. Nous avons la capacité d'accéder à l'énergie et nous sommes énergie. Tout est fait d'énergie. Quand je me connecte à un client, c'est mon esprit qui est pure énergie qui se connecte à son esprit, qui est pure énergie. Et je suis sur le canal de Jeffrey et Jeffrey a une fréquence que son esprit conserve à travers toutes ses VSO. Je sais sur ça. Et c'est comme ça que je peux atteindre cette personne, que ce soit des esprits au paradis, qu'ils ne soient plus sous forme humaine ou que leur esprit soit encore attaché à un corps. Comment fais-tu ce que tu fais quand tu pratiques la guérison? Les soins de guérison avec tes clients. Est-ce que tu te connectes à tes clients énergétiquement? Parle-nous un peu de ça. Oui, c'est très similaire à ce que tu as dit. Donc, c'est probablement la même chose. Et je n'ai pas. Je ne prends plus de clients privés. Je dois le dire. Sinon, je vais recevoir beaucoup de demandes. Quand je me connecte énergétiquement, la première chose que j'aime faire, c'est, pour moi, je veux toujours avoir le moins d'informations possible à l'avance. Quand je m'occupais de clients, on pouvait faire des appels vidéo, mais c'était assez nouveau. C'était comme Skype. Et je préfère juste l'audio. Donc, j'aime que la personne dise son nom plusieurs fois, et ça me suffit pour capter cette fréquence. Voilà qui ils sont. Et je ne suis même pas vraiment. Je ne vois pas ça comme une connexion avec eux, car je suis toujours connecté avec tout le monde. Nous le sommes tous. C'est plus comme ce que tu as dit. C'est un peu comme se brancher sur la fréquence, genre « Ah, d'accord, j'ai capté ça maintenant. Alors maintenant, je veux passer quelques minutes juste à explorer. Genre, voilà ce que je reçois. Voici les informations que je reçois quand tu as dit ton nom. » Et en général, ça dure environ 3 à 5 minutes. Et j'aime faire ça parce que je ne sais rien de la personne, donc je ne pense pas à elle. Je n'ai pas lu sa bio, ni entendu ses questions. Et ça me donne un point de vue impartial ou aussi impartial que possible. Je suis influencé par mes croyances, mais pas par mes pensées à leur sujet. C'est ça. Et c'est comme ça que j'aime voir les choses. Et ensuite, à partir de là, c'est vraiment fascinant. Je veux dire, si tu as le temps, je le recommanderais à tout le monde. Passe un peu de temps à pratiquer, à essayer de te connecter comme ça, puis à communiquer. Tu apprendras beaucoup sur le fonctionnement de l'univers simplement parce que tu ne fais pas quelque chose de normal. C'est ça. Tu te connectes et tu vas juste sur ce canal. Et à partir de là, si quelqu'un mentionne, par exemple, « Oh, mon frère », alors je peux voir juste. Je vois l'énergie du frère là et ce qui se passe. Et il parle de la femme du frère, des enfants et du passé. Et c'est comme si on me faisait une visite guidée à travers la bibliothèque universelle de toutes les informations, passées, présentes et futures. Et donc, je suis juste, tu sais, c'est ma conscience qui suit là où les gens veulent aller, explorant chaque recoin. Et puis, je raconte ce que j'observe. Et ça se passe un peu comme ça. Et c'est intéressant parce que je ne dirige rien du tout. Je n'ai pas d'autre intention que de mettre des mots sur ce qui est là. C'est amusant. Oui, tu te laisses guider. Si tu cherchais une nouvelle voie, tu ferais un excellent gynécologue obstétricien. Quand une femme est en travail avec cette voie, tu pourrais dire « D'accord, Suzy, je sais, tu dois juste
respirer pendant cette contraction. Je promets le résultat. Garde ça à l'esprit. Le résultat sera vraiment bon. Alors, je pense que tu sais, avec ta voix et ton attitude très calme. Beaucoup de femmes qui regardent cet épisode seront d'accord avec moi. Oh mon Dieu, amusant! Changeons de sujet une minute. Qu'est-ce que la dualité? Alors, la dualité, pour moi, c'est deux choses, ce qui est un peu un jeu de mots ici. C'est ça. Donc, j'ai une formation en énergie appelée Duality avec Mindvalley. Et ce n'est en fait pas le nom que j'ai trouvé. Vishnu a ce genre de génie pour nommer les choses d'une manière vraiment intéressante. Et cela avait à voir avec la dualité dont nous parlons, ce monde physique avec lequel nous avons tous l'habitude d'interagir. Et il y a autre chose. Appelons ça le monde de l'énergie. Et si tu commences à les utiliser tous les deux, wow, les choses s'ouvrent vraiment, toutes les choses dont nous avons parlé. Mais plus récemment, quand je pense à la dualité, je me connecte davantage au travail que je fais avec ma femme Usami qui s'appelle Spirit Mind. Et elle a une vision vraiment fascinante de la dualité car elle contient en fait 3 choses. Et donc, c'est la dualité, c'est ce plan ici où nous avons le bien et le mal, et le juste et l'injuste, et la douleur et l'amour et la peur. Et comme si nous avions tout ça, ces choses qui semblent opposées. Et donc, il y a cette ligne horizontale sur laquelle la plupart d'entre nous vivons nos vies en essayant de dire « je suis ici », dans cette, espace, entre guillemets, négatif. Et donc, je veux être ici dans l'espace positif à la place. Et donc, nous essayons toujours, en quelque sorte, de nous déplacer le long de cette ligne vers, genre, un coin, une extrémité. Et la façon dont elle le décrit est vraiment fascinante. Elle dit, oui, c'est ça. C'est le monde dans lequel presque tout le monde vit, ce monde de dualité. Et c'est là que se trouvent toutes nos croyances, toutes nos expériences, nos rêves, nos objectifs et tout le reste. Elle a dit, mais c'est en fait juste une construction de l'esprit. On pourrait appeler ça la réalité virtuelle, si tu veux. C'est une réalité virtuelle dans laquelle nous vivons tous. C'est la matrice, n'est-ce pas? Elle a dit, mais ce qui est plus intéressant de son point de vue, c'est que notre âme est sur cet axe différent ici, qu'elle appelle l'esprit-conscience. Et elle a dit, cet axe n'a rien de tout ça. Il n'a pas de jugement, il n'a pas d'attente. Il a juste la conscience pure. Je peux voir, par exemple, quand tu commences à pratiquer la conscience de l'esprit-conscience, tu t'observes simplement. Je peux voir, oh, il y a. C'est comme s'il y avait 2 moi. J'ai cet esprit qui fait ça, que nous appelons le mental matériel dans cette formation. Et puis j'ai cet esprit ici qui est fondamentalement la conscience divine. C'est l'univers, c'est tout. Je ne possède pas vraiment ça, parce que nous partageons tout ça, n'est-ce pas? Donc l'esprit-conscience est. Il n'y en a qu'un seul de ceux-là. Ce n'est pas comme le mental matériel où chacun a le sien, c'est ça. Nous avons chacun notre petite perspective et nos opinions, ce qui est bien et mal, etc. Mais quand je suis capable de m'engager et d'écouter cette conscience de l'esprit-conscience, je suis capable de m'observer ici-bas et de dire « Oh, mon esprit est occupé en ce moment. Mon esprit est en souffrance, peur, célébration, ou je peux observer ça d'une perspective plus élevée. » Et en faisant cela, plus je pratique, plus je suis capable de développer cette conscience qui n'est pas basée sur la dualité, n'est pas basée sur le plus et le moins, le bien et le mal, le juste et l'injuste. Je suis capable d'observer depuis juste un pur espace de conscience. Et c'est fascinant pour moi parce que je peux voir les résultats en moi. Ça m'a donné une façon paisible de voir même le conflit le plus pesant en moi. Parce que je peux dire, oui, il y a 2 parties en moi. Il y a cette partie qui vit dans la dualité et c'est réel aussi et c'est valide, mais ce n'est pas tout moi. Il y a aussi le moi qui expérimente cela depuis un lieu d'amour. N'est-ce pas? C'est là que nous parlons d'amour inconditionnel qui serait ici et puis juste une sorte d'amour général qui serait là en bas. L'amour général comme je t'aime mon pote ou j'adore la pizza. Ou même juste la façon dont nous utilisons habituellement le terme est probablement plus basé sur l'amour conditionnel que sur l'amour inconditionnel. Donc, une réponse un peu longue, mais pour moi, c'est mon expérience la plus récente avec la dualité. C'est cette expérience où j'ai simultanément
deux sièges de conscience. J'ai mon mental matériel qui opère dans le monde matériel et puis j'ai accès à l'esprit conscience qui est le monde spirituel. Et la dualité, à mon avis, est l'expérience humaine. Nous venons ici pour créer. Et quand nous savons ce que nous ne voulons pas, cela nous aide à créer ce que nous voulons. Donc, la dualité est un composant essentiel, à mon avis, de l'expérience humaine. Et quand nous accédons à l'esprit conscience, comme tu l'appelles, cela nous aide à vivre une vie pleine de sens et de joie. Et est-ce que c'est ce que tu constates en pouvant mélanger les deux, mélanger le mental humain et le mental basé sur la dualité avec l'esprit conscience? Conscience, c'est probablement même un peu plus profond. C'est difficile à mettre en mots, mais je serais d'accord avec ce que tu as dit. Comme la dualité, tu sais, cette conscience ici a définitivement à voir avec notre incarnation. Ça a à voir avec être dans un corps. Parce que ce monde dans lequel nous sommes, à ce niveau de vibration de la physicalité, etc., a une nature dualiste naturelle. Il n'y a rien de mal à cela. C'est vraiment important. C'est une perspective valide, mais je dirais cette perspective esprit-conscience est différente. Elle est plus simple. Elle ne cherche pas à. Comme tu l'as dit, si je sais ce que je ne veux pas, alors je sais ce que je veux. Donc, c'est en fait une façon très puissante de naviguer le changement et le conflit. Et ça nous aide, mais nous continuons en quelque sorte à avancer sur ceci, toujours en mouvement, sur cet axe de ce que je veux, ce que je ne veux pas, d'une perspective consciente et avec l'esprit conscience. Il y a toujours un vouloir ou un désir ici, mais c'est plus simple. Une fois, j'ai demandé à ma femme, alors quel est ton but? Les gens aiment, tu sais, demander quel est ton but dans la vie ou quel est le sens de la vie? Et elle a dit, oh, c'est très facile. Mon but est de créer des souvenirs heureux. Et j'étais là, d'accord, c'est vraiment simple, mais je peux le sentir maintenant. C'est si profond à bien des égards. Ça signifie beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, n'est-ce pas? Mais c'était juste en quelques mots, juste créer des souvenirs heureux. Oui, on dirait une réplique de Disney, n'est-ce pas? On dirait, tu sais, l'endroit le plus heureux sur Terre. Tu veux créer des souvenirs heureux, créer des souvenirs. Il y a une chanson, créer des souvenirs, tu sais, qui passe quand tu es dans les parcs. Et donc, oui, intéressant. Très bien, changeons de sujet une minute. Comment un ingénieur informatique qui a une pensée linéaire entre-t-il dans le woo-woo? As-tu grandi dans une famille spirituelle? Raconte-nous ton parcours. Comment es-tu arrivé là? D'où, en ayant un esprit à la pensée si linéaire? Oui, je dirais premièrement, l'ingénierie logicielle et le travail énergétique sont beaucoup plus similaires que les gens ne le pensent. Je parle en tant que j'étais ingénieur logiciel. À la fin des années 80, début des années 90, c'était mon premier emploi. À l'époque, il n'y avait pas grand-chose à enseigner. J'ai eu un diplôme de 4 ans, mais il disait « on ne sait même pas ». Il n'y a même pas 4 années de choses à te dire parce que c'était un domaine tellement nouveau et peu développé à l'époque. Mais la similarité, c'est que quand on travaille avec matériel et mécanique, les choses doivent être réelles, n'est-ce pas? Si on a besoin, par exemple, si je faisais un projet chez moi et manquait de clous, je dois aller chez Home Depot et acheter plus de clous, tu vois? Il y a cette question de quantité, de choses physiques et de timing. Et quand on travaille dans le logiciel, on n'a rien de tout ça. Donc, dans le monde du logiciel, dans lequel j'ai grandi, en gros, on est un peu le dieu de son propre univers. On déclare juste ce qu'on veut. Tu sais, genre, j'ai plus de ceci parce que je viens de le dire et maintenant, c'est le cas. Et ensuite, je vais assembler ces deux choses et il n'y a vraiment aucune limite à ce que l'on peut faire. Ta seule limite est ta propre imagination et créativité. Et pour moi, ça ressemble beaucoup au travail énergétique. C'est ça. Tout d'un coup, je travaille avec l'intangible, le non-physique.
Toutes les techniques, l'apprentissage, la formation et l'expérience acquise en tant qu'ingénieur logiciel ont directement influencé ma façon de pratiquer le travail énergétique. Oui, c'est très similaire, mais voyons, comment suis-je arrivé là? Pour moi, ça a commencé pendant mes études. Premièrement, je pense que mes parents étaient assez portés sur les cours de développement personnel. J'ai probablement beaucoup écouté ça en grandissant sans m'en rendre compte. Où as-tu grandi? J'ai grandi dans le Colorado. Donc un peu, tu sais, le genre de gamin de petite ville un peu rusto, tu vois? Bottes de cow-boy, boucle de ceinture. Et j'allais avec mon père au stand de tir et je tirais au pistolet, tu sais, ce genre de choses. Donc oui, et c'est un peu là que j'ai grandi. Mais ils étaient vraiment intéressés par le développement personnel. Et donc j'ai probablement reçu une partie de ce message. Et mes parents sont très ouverts aux nouvelles choses et à vivre leur vie d'une manière qui leur plaît. Ils ne restent pas longtemps dans la routine. Ils disent rapidement « Oh, ça ne marche pas bien, qu'est-ce qui marcherait mieux? Essayons ça. » Ils ont une certaine ouverture d'esprit qui probablement m'a donné une liberté que la plupart des gens ne ressentent pas. Puis, pendant mes années d'université, j'ai commencé à avoir des expériences que je ne pouvais pas expliquer, qui étaient à des sortes d'expériences intuitives ou psychiques. Ma petite amie de l'époque, c'était normal pour elle, et juste en traînant avec elle, j'avais aussi ces expériences. Et donc, à l'époque, je préparais 2 diplômes d'informatique et un diplôme de mathématiques en même temps. Et c'était juste, je ne sais pas quoi faire avec ça. Ces expériences intuitives ne cadrent pas avec ce système de croyances que j'apprends. Mais ce sont des expériences réelles qui se produisent de manière répétée avec d'autres personnes et qui sont vérifiables. Donc pour moi, ça ressemble à des données. Donc d'un point de vue scientifique, je ne devrais pas rejeter les données et m'en tenir à mes croyances. Je devrais investiguer les données et ensuite remettre en question mes croyances. Et c'est la direction que j'ai prise. Très vite, ça a été une pente glissante. Je me suis rendu compte que mes croyances ne semblaient venir de rien de tangible ou vérifiable. C'est juste ce que tout le monde disait et dit encore. Mais mes expériences, elles, montraient bien qu'il se passait beaucoup d'autres choses. Et donc, j'ai foncé tête baissée, genre, cherchons les expériences dingues que je pouvais vivre parce que je voulais juste essayer de savoir. Ça n'a pas besoin d'être vrai, mais ça n'a pas besoin d'être faux non plus. Je veux juste voir par moi-même, au lieu de croire quelqu'un d'autre sur parole. Pouvez-vous nous donner des exemples de choses qui vous sont arrivées à l'université et qui vous ont mis sur cette voie? OK, il y a plus à cette histoire que ce que je pensais. Bien sûr, oui. Je veux dire, il y a toutes sortes de choses. Ce qui me vient, c'est probablement une des premières fois où j'ai vu ma petite amie de l'époque. Petite amie intuitive, genre, j'ai vu cette immense lumière autour d'elle. Ce n'était pas. Je me souviens que j'étais à la cafétéria de l'université et elle sortait et j'ai juste vu cette genre grande lumière qui brillait autour d'elle. Et ça ne m'a pas paru bizarre que la lumière soit là, mais ça m'a paru un peu bizarre que je ne l'ai jamais vue avant. Genre, oh, je ne savais pas que les gens avaient ça. Je n'ai pas vraiment réfléchi. C'était juste une expérience. Voilà tout. Voilà. Et puis, une nuit un peu celle que. L'exemple que j'aime raconter, c'est une nuit où je dormais et elle était à côté de moi dans le lit. Et là, mon corps a juste eu une petite, vous savez, secousse comme ça arrive parfois quand je dors et je suis en train de faire ce rêve. Et puis les rideaux se sont écartés dans le rêve, comme ça. Et là, son visage est apparu et elle a dit « Ça va? » Et j'ai dit « Oh, oui, c'est juste. » Mon corps a eu une petite secousse. Elle a dit « D'accord. » Et puis le rideau s'est refermé. Mon rêve a continué. Et là, je me suis dit, c'est bizarre. Alors j'ai ouvert les yeux, je l'ai regardée et elle me regardait. Et j'ai dit, pourquoi tu ne m'as pas parlé directement? Elle a dit, oh, eh bien, tu n'étais pas là. J'ai pensé que ce serait plus facile d'aller là où tu étais et de te parler là-bas. J'étais là à réfléchir. OK, je ne sais même pas quoi en penser. Je ne savais pas que c'était possible. Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi faire de cette information. Donc voilà le genre d'expérience que je vivais régulièrement. Mais je ne pouvais pas simplement les ignorer parce que dans cette situation, il faut choisir. Ça nous arrive à tous parfois, des choses se produisent qu'on ne comprend pas ou qui ne cadrent pas avec ce qui devrait se passer selon nos croyances. Il faut décider ce qui est fou. Est-ce que mon expérience est folle ou est-ce que mes croyances
sont folles. Et j'utilise ce mot fort juste parce que ça fait bien passer le message. Et ce que j'ai décidé, c'est que c'était probablement mes croyances que j'allais remettre en question. Le scientifique en moi, la personne à l'esprit scientifique en moi, veut fonder mes croyances sur ce que j'expérimente réellement. Et c'est un peu ça. C'est ce qui m'a mis sur cette voie de collecte, d'expérience que les gens disaient impossible. Lui avez-vous demandé où elle pensait que vous étiez? Quand elle a dit « tu n'étais pas là », Oui, parce qu'elle savait que je rêvais. Alors elle est juste allée dans le monde des rêves. Elle a fait ça exprès. Oui, pour elle, c'était plutôt normal. C'était un peu commun, quelque chose d'un peu familial chez elle, et ce n'était juste pas, vous savez, elle. Moi, sa conscience incluait beaucoup de choses que la mienne n'incluait pas. C'est pourquoi vous étiez attiré par elle, car elle était. C'est pourquoi j'ai vu ça autour d'elle. C'était ma guidance qui disait, voici une opportunité. Cette personne a quelque chose que tu vas apprécier. Il y aura une connexion, de l'information, quelque chose qui va t'aider. Et ça a été décrit à travers les âges comme un halo. Les peintures des grands maîtres ont des halos autour de personnes supposées saintes, mais nous en avons tous un, ou une aura ou un champ d'énergie. C'est ce que vous perceviez, car vous passiez du temps avec elle. J'adore. Votre famille, quand vous avez décidé de vous lancer dans cet espace perché, vous soutenait. Ils ne se sont pas dit, OK, il fume de sacrées quantités d'herbe là. C'est cool. Je dirais oui et non. Bizarrement, je n'ai jamais vraiment fumé d'herbe, mais on aurait pu le croire avec mes cheveux longs, etc. Mon père était pharmacien, donc j'ai toujours eu droit au sermon « Ne te drogue pas ». Et oui, ma famille était à la fois encourageante et prudente, et puis parfois pas du tout encourageante, ça dépendait des membres de la famille. Donc, un peu tout le panel que la plupart des gens rencontrent, et mes parents ont même suivi le même cours de 6 semaines sur comment se guérir soi-même à l'école de médiumnité où j'allais, juste parce qu'ils voulaient essayer et voir ce qui se passait. Et ils sont très ouverts aux nouvelles choses. Mais ma famille, vous savez, on a grandi avec le christianisme comme toile de fond. Et donc, il y a eu des moments où les choses que je faisais n'étaient pas acceptables pour certaines personnes à l'Église, pour d'autres, ça ne posait aucun problème. Mais donc, j'ai eu un peu des deux réactions. Certains disaient, oh, c'est l'œuvre du diable. Et moi, je me disais, ça ne m'était jamais venu à l'esprit de penser ça. J'explorais juste avec cœur ouvert, amour et joie. Genre, je n'ai pas vraiment remarqué de diable dans tout ça, mais je garderai l'œil ouvert. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais je ne l'ai juste pas encore vu. Donc, oui, j'ai eu de tout, du soutien à la condamnation. Vous savez, j'ai été élevée dans la religion catholique et je pense que les catholiques font un très bon travail pour préparer les enfants à l'esprit. Vous savez, nous avons les saints, les anges, le Saint-Esprit et tout ce genre de choses. Et donc, cette base est posée très tôt que, OK, il y a plus dans cette histoire que ce que l'on voit. Oui, la religion peut être vraiment trop puissante, une ouverture fantastique et très bénéfique de très nombreuses façons. Je pense que le piège avec tout système de croyance, qu'il soit religieux ou non, c'est d'être conscient de ce que j'appellerais la superstition. C'est comme quand, si je ne comprends pas quelque chose profondément, il est facile de construire des histoires ou des mythes autour et de croire qu'elles sont vraies, surtout si plein de gens racontent les mêmes histoires. Et cela dit, c'est là qu'on a tendance à s'attirer des ennuis où c'est genre « Oh, cette histoire est plus importante que d'être présent dans l'instant et de voir ce qui s'applique réellement maintenant. » Vous savez, donc ça, c'est là qu'on se met un peu. Dans le pétrin, il me semble, peut-être juste dans ma sphère à cause de ce que je fais et vous faites, il me semble que beaucoup de gens s'éloignent du « OK, je fais partie de cette religion, je crois tout ce qu'ils enseignent » pour que ça devienne un tremplin
vers leur spiritualité, ce qui, je pense, est le rôle de la religion. C'était leur but initial et certainement c'est devenu ce que c'est aujourd'hui. Mais il est rare que je rencontre quelqu'un qui était du genre. Même mes parents et mes grands-parents et mes arrière-grands-parents l'étaient. Eh bien, tu n'es pas catholique, tu n'es pas luthérien, tu n'es pas juif si tu ne crois pas tout ce que la religion enseigne. Et je m'émerveille de ça parce que je pense les philosophes examinent ces choses depuis 2000 ans et dans certains cas, bien plus longtemps que ça. Beaucoup, beaucoup plus, des milliers d'années. Donc, vous savez comment ça marche? Et êtes-vous d'accord avec ça que les gens semblent chercher plus de spiritualité au lieu de simplement croire aux dogmes et de vivre leur vie selon ça? Oui, je suis d'accord. Et je le formulerai un peu différemment. Donc, je le formulerai en termes d'esprit matériel et d'esprit spirituel, dans le sens où nous sortons en quelque sorte de l'ère de la dépendance, où vous savez, je regarde vers le monde extérieur. Je dépends de ce que les autres me disent pour. Je dois former mes croyances, changer mon comportement. Je dois être quelque chose en accord avec ce que les autres pensent. Donc, la perspective extérieure ou la perspective qu'on a de moi est la partie importante. Et nous sortons de ça très rapidement. Et c'est juste la façon dont l'énergie change sur la planète en ce moment. Donc, alors que nous sortons de ça, il est naturel pour nous de regarder à l'intérieur et de dire « Oh, c'est comme ça que je me sens. C'est comme ça que mon esprit se sent plein d'amour ici. » Alors qu'avant, même si les gens de l'extérieur disent que c'est effrayant, je ne ressens pas ça. Et ce n'est pas grave. Genre, c'est OK d'avoir mon expérience basée sur mon expérience. Mon expérience n'a pas à être submergée par les perceptions des autres de mon expérience ou les opinions des autres à mon sujet. Et donc, nous sortons rapidement de cette dépendance à l'information extérieure. Et donc, ça se manifeste partout. Mais nous le voyons aussi se manifester dans nos systèmes de croyances. Nous voyons cela se manifester dans la religion, où les gens disent, tout comme vous l'avez souligné, il y a beaucoup de belles choses ici que j'aime vraiment dans ma religion et ma culture, et je vais garder tout ça. Mais si d'autres personnes me disent quelque chose qui ne cadre pas vraiment avec ma boussole intérieure et mon expérience, ce n'est pas grave non plus. Genre, je n'ai pas à juger si c'est bien ou mal. Vous voyez, je n'ai pas à le faire. Ça n'a pas besoin d'être bien ou mal. Je suis là, à un niveau supérieur, à dire, il y a beaucoup de perspectives, beaucoup d'histoires. Je peux voir ça d'une perspective plus élevée. Il y a beaucoup d'histoires et elles sont toutes OK, mais je n'ai plus à décider lesquelles sont justes ou fausses. C'est juste OK, je peux juste vivre ma vie. On sort de ça, de cette focalisation externe vers l'interne. Oui, magnifiquement dit. Vous utilisez la géométrie sacrée dans votre travail. Expliquez-nous ce qu'est, ce que vous considérez être la géométrie sacrée et comment l'utilisez-vous. Oh, bien sûr, oui. Donc, la géométrie sigma, c'est une question amusante, en fait. Probablement la meilleure référence, c'est si vous avez entendu parler de Nassim Haramein. C'est un physicien alternatif qui existe et vraiment un homme incroyablement intelligent avec une conscience incroyablement profonde de la façon dont l'univers fonctionne à un niveau physique. Donc, il travaille un peu au niveau de, genre, la relativité générale d'Einstein et en physique quantique, genre. Donc, c'est un expert dans ce genre de situation et j'ai eu la chance de passer 10 jours avec un petit groupe à étudier avec lui à Hawaï il y a des années et à apprendre la géométrie de la façon dont l'espace-temps se divise. Si vous regardez, il y a des motifs spécifiques que nous voyons partout dans la nature, de l'échelle cosmique jusqu'à l'échelle du minuscule microcosme. Et ces motifs apparaissent parce que cela a à voir avec la façon dont l'espace-temps se divise et la façon dont il bouge et change. Et ce que j'ai aimé en étudiant avec lui, c'est que j'ai réalisé que, toutes les choses que j'ai apprises qui étaient de la géométrie sacrée, toutes les choses qu'on m'avait appris à visualiser ceci ou imaginer cela, ou toutes celles-là étaient
des représentations de ce champ unifié, de la façon dont l'espace-temps se divise. Pour moi, la géométrie sacrée, c'est juste une compréhension de comment les choses fonctionnent. Si vous visualisez des choses similaires à comment l'énergie fonctionne, cette visualisation va prendre racine plus facilement. C'est ça. Comme toujours, dans ma formation, j'utilise une rose comme symbole. Je n'en ai pas ici, malheureusement. Si vous mettez une rose devant vous, imaginez en quelque sorte que cela indique que, oh, j'ai la permission d'avoir mon espace et tout le monde a la permission d'avoir le sien. Vous savez, cette rose est un beau symbole de cela. Mais si vous regardez la rose elle-même, la géométrie dans la rose, c'est la même géométrie que la façon dont l'espace-temps se divise. C'est une visualisation naturelle à utiliser. Pareil pour la géométrie d'un tétraèdre étoilé ou octaèdre. Ce sont des choses réelles. Des choses réelles en physique. OK. Donc, pas de surprise. Oh, en fait. Non. Oui, pas surprenant votre formation en maths. Avec tout ce que vous avez appris. Dites-en plus sur la rose. Vous avez piqué ma curiosité. Comment la rose représente comment l'énergie fonctionne? Oui, donc si vous regardez la rose. Donc, la façon dont j'enseignerais à utiliser ça, c'est que souvent on se sent submergé, surtout si on est sensible. On dirait que je sors dans le monde et je suis submergé par les idées, les pensées ou les sentiments des autres. Et j'ai beaucoup de gens qui viennent en cours et qui vivent cette situation. Je l'ai vécu aussi. Et donc, ce que vous voulez faire, c'est imaginer, vous visualisez juste une rose, juste l'image d'une rose, juste au bord de votre aura. Donc, vous savez, je suis un peu près, mais ce serait, vous savez, un peu par ici, d'accord? Et vous allez juste, avec cette intention. Quand je visualise cette rose, je vais juste dire, vous savez, une chose, ça ne me protège pas du monde, d'accord? Parce que la protection est fragile et ce n'est pas nécessaire. C'est une rose de permission. Elle me donne la permission d'avoir tout l'espace entre cette rose et moi-même comme étant le mien. En gros, j'affirme juste la priorité sur mon espace. C'est en fait mon espace énergétique autour de mon corps. Et ensuite, je donne la permission à l'autre personne. Genre, si j'étais ici en personne avec vous, Julie, je dirais énergétiquement, je vous donne la permission d'avoir tout l'espace dans le reste de l'univers, sauf cet espace juste ici que j'occupe. C'est une offre très généreuse. Vous pouvez avoir tout l'espace de l'univers entier. Tout ce que je veux, c'est l'espace juste à côté de moi que j'occupe. Et donc, quand vous faites ça, soudainement, l'énergie devient vraiment fraîche, claire. Donc, au lieu que je prenne toutes les vibrations que vous utilisez, vous savez, vos chakras vibrent naturellement à certaines fréquences, vos chakras dans votre corps. Et genre, chacun est comme un orchestre, vous savez, de fréquences. Et donc, parce que, tout comme avec deux guitares, si vous jouez, si je joue d'une guitare, la corde d'une guitare, la corde de l'autre guitare vibrera à travers la pièce. C'est la même chose avec les harpes ou n'importe quel instrument à cordes, n'est-ce pas? C'est juste de la résonance harmonique. La même chose se produit avec leurs chakras. Vous jouez votre chanson tout le temps. Si je ne suis pas branché, je vais capter toutes les chansons de toutes les personnes autour de moi. Celles-ci vont jouer à travers mes chakras et je vais me sentir un peu dingue. Je vais sentir que j'ai besoin d'être seul. Je ne supporte pas d'être entouré de gens. C'est là que les gens disent qu'ils sont vraiment sensibles, n'est-ce pas? C'est genre, d'accord, alors comment corriger ça? Donnez-vous simplement la permission de reconnaître, oh, ça, c'est mon espace. Je ne suis pas je n'ai pas à me brancher sur tout ce que les autres diffusent. Je peux juste avoir mon espace, me brancher sur ce qui est moi. Et tout d'un coup, wow, je me sens si bien, je me sens si léger, je me sens si expansif et puissant et heureux. Et vous savez, toutes ces choses arrivent parce que je me sens moi, n'est-ce pas? Si vous ne vous sentez pas bien, il n'y a qu'une seule raison, c'est parce que vous ne vous sentez pas vous. Votre énergie vous fait toujours du bien. Donc, si vous ne vous sentez pas bien, c'est juste que vous ressentez plein d'autres choses. Je ne parle pas physiquement, hein? Votre corps physique peut se sentir mal, mais énergétiquement, si vous ne vous sentez pas bien, c'est parce que vous laissez toutes ces informations externes diriger votre vie et votre système énergétique, votre corps énergétique. Donc, le simple fait de visualiser une rose aidera à calmer ça. Et puis, quand les gens se rapprochent, vous pouvez en quelque sorte l'armer comme un ressort. Si quelqu'un s'approche de près, vous savez, la rose se rapproche de plus en plus de votre corps. Et puis, quand il s'éloigne, elle retourne en quelque sorte vers le bord de votre aura. Et donc, c'est un peu monté sur ressort. Et vous savez, probablement l'exemple le plus amusant que j'ai eu de ça, c'était en enseignant ça à Tokyo. Parce que
Tout le monde prend le train à Tokyo et le train est bondé, genre bondé au-delà de toute imagination. Et tellement de gens qui sont sensibles détestent monter dans le train. C'est juste écrasant. Et mes étudiants revenaient la semaine suivante en disant « Je n'en reviens pas. Je suis à l'aise dans le train maintenant. Je visualise juste cette rose. » Et tout d'un coup, ça va. Pour la première fois de ma vie, ça ne me dérange pas d'être dans le train. Et parce que je ne suis pas submergé, je peux en quelque sorte regarder autour de moi, observer les gens et m'amuser. Et c'est comme si j'avais mon espace. C'est genre « Oh, ouais. Yeah, la rose est un outil puissant et donc la raison pour laquelle ça marche, c'est que cette visualisation, vous visualisez la façon dont l'espace-temps se divise naturellement. Donc, vous renforcez cette barrière autour de vous. » Quand vous avez dit ça et qu'on parlait de géométrie sacrée et que vous avez utilisé la rose comme exemple, j'imaginais la façon dont la rose est faite en ces spirales de pétales qui convergent toutes vers le centre, la source, puis sa spirale vers l'extérieur. Et je me disais, d'accord, il y a une signification cachée dans les roses, car je suis fanatique des roses. J'adore les roses. J'en ai partout dans mon jardin. Yeah, elles sont super. Et vous avez raison, tout ce que vous avez dit là, c'est juste la façon dont la raison pour laquelle une rose ressemble à ça, c'est parce qu'une rose ne pense pas à ce à quoi elle veut ressembler. Elle suit juste l'énergie de l'univers, c'est ça. Elle se déploie naturellement de cette façon. Ouais, intéressant. D'accord. Quand vous faites des soins énergétiques, pouvez-vous expliquer un peu ce que vous faites et comment vous le faites et ce que vous enseignez puisque vous ne prenez plus de clients privés? Mais peut-être quand vous le faisiez, si vous avez une histoire à partager avec nous. Quelque chose qui s'apparente à ce que nous considérerions comme un soin énergétique. Bien sûr, et peut-être que je peux le présenter en termes de... Pour que si des gens écoutent et veulent faire des soins énergétiques, ils puissent peut-être glaner quelques astuces que, vous savez, vous pouvez utiliser si vous écoutez. Et donc, ouais, si je fais un soin, alors la première chose que je fais toujours des soins, simplement je ne facture pas et je les fais juste pour les gens qui me sont proches. Et ça ne s'arrête jamais vraiment, c'est ça. Mais la première chose que je fais, et ce que vous devez faire, c'est trouver votre espace. Je ne peux pas vraiment aider quelqu'un si je suis décentré, juste prendre un moment, respirer, être présent dans mon corps, juste être vraiment ici, dans le moment présent. Si vous avez des outils énergétiques comme l'ancrage, la création d'une rose, le travail avec votre aura, vous utilisez ces outils, quels qu'ils soient, ou d'autres outils. Ça pourrait être des cristaux ou pierres. Tout le monde a accès à différents ensembles d'outils. Une fois que je me sens vraiment présent, je ferai la même chose pour la pièce. L'espace dans lequel je suis, juste un salut pour le préserver. Rendre la pièce sûre. Je peux imaginer une rose au bord de la pièce, si ça aide. C'est d'accord. Maintenant, j'ai en quelque sorte créé. Je me suis connecté à cet espace sacré, ici. L'espace est vraiment pur. Je me sens vraiment pur. La personne est là, déjà. J'ai même pas pensé à la personne. On a déjà accompli une guérison significative. C'est ça. Maintenant, ce que je fais, c'est que je m'ouvre simplement. Je suis un. Je fais des soins par channeling. Je vais juste me connecter, dire une petite bénédiction et faire passer l'énergie qui sera la plus bénéfique pour cette personne. Pour moi, peut-être mon parcours d'enfance, je me connecte à l'énergie christique. Je laisse l'énergie christique s'écouler par le sommet de ma tête, descendre, sortir par les bras. Je me laisse être un canal pour que cette énergie passe trop. Et puis à ce moment-là, j'écoute simplement, j'observe, j'apprends et je m'amuse. Donc vous savez, je saurai, je mets mes mains sur leur tête. Puis à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai besoin de descendre vers leurs pieds ou mettre ma main sur leurs bras ou, vous savez, je me laisse en quelque sorte guider. Vous savez, ce n'est pas moi qui dirige ici, mais je suis conscient. Je ne suis pas un guérisseur hors du corps. Ça, c'est un ensemble différent de techniques intéressantes, mais j'aime être présent parce que c'est amusant. Et je laisse simplement l'information circuler à travers moi. Et puis ce que j'aime faire, parce que je peux voir l'énergie et que je suis assez doué pour la mettre en mots, j'aime en quelque sorte raconter ce qui se passe. Donc, je vais juste dire aux gens, en ce moment, il y a beaucoup de congestion autour du chakra de votre cœur. Donc, il y a une douleur que vous ressentez, une tension, vous vous sentez un peu blessé parce que quelqu'un a dit. Et pendant que je parle de ces choses,
Ça aide la personne à suivre et à mesure que sa conscience s'y porte, ça va naturellement commencer à se libérer. Car elle en est capable, elle est dans cet espace d'amour inconditionnel dans lequel je fais de mon mieux pour être. Et donc, ils sont capables de voir leur douleur, énergie et blocage, si vous voulez, depuis cette perspective d'amour, ce qui est tout ce qu'il faut pour qu'ils bougent, n'est-ce pas? Parce que ce qu'ils font, c'est qu'ils sortent de juste ce plan ici. Nous commençons à monter vers ce plan, cet axe différent de la réalité dans l'espace de guérison. Nous pouvons voir tout cela sans jugement, n'est-ce pas? Et depuis cet espace, tout cela peut commencer à se libérer. Et c'est vraiment simple à certains égards, ça ne l'est pas. Ce n'est pas quelque chose qui m'est spécifique et que d'autres ne peuvent pas faire. Vous savez, donc il y a, mais c'est essentiellement que j'entre juste en résonance avec la plus grande énergie de l'univers et ensuite, je la laisse circuler à travers moi du mieux que je peux, sans entrave. Et ensuite, essayer de raconter pour que les esprits hyperactifs des gens puissent suivre. Et genre, parce que si vous ne faites pas ça, les gens peuvent recevoir une grande guérison, puis ils sortent de ce champ et alors tout revient. C'est ça, parce qu'ils ramènent juste toutes les choses qu'ils portaient et qu'ils sentaient qu'ils devaient porter. Mais si vous mettez quelques mots dessus, alors les gens peuvent en quelque sorte se dire « Oh, non seulement je me sens mieux, mais c'est bon. Je n'ai pas à me sentir coupable de me sentir mieux, et peut-être que ça peut devenir ma nouvelle norme. Vous voyez? Ça peut continuer et s'améliorer. » Ouais, et je trouve aussi que quand les gens visualisent ce que nous articulons, ce que nous décrivons, ça aide la guérison à s'intégrer dans leur corps. Assez curieusement, quand vous purifiez cet espace, dans la pièce, je pouvais le sentir et je pouvais le sentir. Et pour moi, ça sentait comme un jour de printemps avec des températures très douces. Le soleil brillait et juste la fraîcheur dans l'air, ce qui était intéressant parce que j'ai passé tellement de temps en chirurgie à développer des produits et à tester des prototypes et ce genre de choses. C'était intéressant quand je sentais ça parce que ça sentait comme un jour de printemps pour moi au lieu d'un environnement stérile. Je ne sais pas si je m'attendais à un environnement stérile, mais cette pensée m'est venue à l'esprit que c'était un jour de printemps au lieu d'un environnement stérile. Yeah, c'est super. C'est une bonne perception, bien sûr, parce que vous posiez la question. Je l'étais, vous étiez incluse dans ce que l'énergie que nous faisons ici, n'est-ce pas? Je le vois. Je le sentais. Et les gens qui écoutent ressentiront aussi le même effet. Donc, c'est vraiment fascinant. Le travail que nous faisons n'est pas lié au temps et à l'espace. Comme je l'ai dit, notre corps est la seule partie de nous qui est localisée dans le temps et l'espace. Exact. Je dis que le temps n'existe pas dans le monde des esprits. Création humaine. Qui a inventé le temps? Les Romains, les Grecs ou un autre peuple ancien? Je pense que ça a trait à l'original concept. Si vous vous imaginez juste comme Dieu, conscience uniquement, et puis cette idée de ce que ce serait si je pouvais me voir de l'extérieur, parce que la conscience universelle n'a pas cette perspective. Et donc, c'est intéressant. Donc, je me suis en quelque sorte souvenu de ça à un moment donné, il y a de nombreuses années, et c'est genre, c'était en quelque sorte l'original concept qui a mené sur ce chemin en spirale où on se manifeste physiquement, où il semble qu'on soit séparés. Exact. Et j'imagine qu'à un moment donné, on va remonter la spirale et redevenir collectif. Eh bien, j'ai beaucoup d'autres questions pour vous, mais j'en ai 2 dernières alors que nous terminons. La première est « Pourquoi nous incarnons-nous? » Pourquoi nous incarnons-nous? Ouais, bonne question. Je pense. Vous savez, pour moi, c'est vraiment excitant d'être ici. C'est difficile de serrer quelqu'un quand on n'est qu'esprit, n'est-ce pas? Peut-être que ce sont les câlins. Ça pourrait être la nourriture. La nourriture est plutôt bonne ici, hein? Donc, je plaisante, mais je pense que nous nous incarnons pour expérimenter des choses, essentiellement pour expérimenter le temps. Quand on reçoit tout en même temps, c'est beau et merveilleux, mais d'une certaine manière, quand on le décompose et qu'on prend un petit moment à la fois, il y a quelque chose de vraiment profond et facile à apprécier. Ça ralentit tout énormément, rendant chaque instant plus savoureux. Mais je pense que le pourquoi remonte probablement à cette expérience que j'essayais d'expliquer. C'était,
Je pense que le pourquoi a à voir avec la pensée originelle de Dieu, si vous voulez, de ce que ce serait s'il y avait une perspective externe. Et puis, cette pensée a spiralé jusqu'à là où nous en sommes, ce qui se passe en ce moment. Mais je ne le prendrai pas trop au sérieux. Les gens aiment demander « Quel est le but de ma vie? » Des choses comme ça. Je pense qu'il est assez facile de se créer du stress. Si vous imaginez, genre, qu'il y a quelque chose que je suis censé faire ici qui est si important que je me suis incarné, mais je ne sais pas ce que c'est. Et je vais devoir deviner, genre, c'est évidemment une recette pour l'échec. C'est ça. Juste essayer de se débarrasser de ce système de croyance. Ah, je suis ici pour vivre ma vie d'une manière qui? Pour apprendre à être élégant au lieu d'être désagréable, pour, genre, arrondir mes angles, pour apprendre, m'étendre et grandir. Et nous faisons tous ça tout le temps. Donc, essayez juste de... Dans votre quête de sens ou de but, j'encourage les gens, ne laissez pas cela être une recherche stressante. Que ce soit une belle quête, ça n'a pas besoin d'être stressant. Ça veut juste dire que vous y pensez en termes de comme si votre vie était une entreprise, ce qu'elle est. Il me semble que vous êtes en bonne voie pour maîtriser ça. Vous savez créer une vie de joie et ne pas trop s'attarder sur tous les détails en cours de route et être capable d'enseigner aux gens. Quelle conversation fascinante! Je pourrais continuer encore 1 heure, mais je respecte votre temps. Où et comment les gens peuvent-ils en apprendre davantage sur vous et découvrir votre travail? Merci, Julie. Ouais, il y a probablement l'endroit le plus simple, mon site web. Vous pouvez aller sur imjeffreyallen.com et ça parlera du travail énergétique. J'ai vraiment 2 grands domaines ensemble de formation que je fais avec Mindvalley. J'enseigne sur le travail énergétique et l'intuition. Et vraiment, ce qui est unique dans cette formation ou amusant dans cette formation, c'est qu'elle prend ces concepts que j'ai appris juste parce qu'ils étaient intéressants. Vous savez, c'était comme à l'époque où, vous savez, c'est drôle, le « woo » était en fait. Je ne sais pas si les gens disent encore ça, même si ça m'est familier maintenant. Tout est en quelque sorte normal. Mais quand nous apprenions, c'était woo-woo, c'est ça. Mais maintenant, on peut dire tous ces mots. Mais cette formation prend en quelque sorte ces concepts qui sont intangibles et dit comment les utilisez-vous dans la vie quotidienne? Comment pouvez-vous réellement? Que pourriez-vous faire si vous connaissiez les chakras? Comment cela vous aiderait-il dans les relations, avec votre communication et pour le travail ou la manifestation? Pouvez-vous utiliser ces choses dans votre vie quotidienne? Et c'est là que la formation devient amusante. Et puis la deuxième formation, c'est ce que je fais maintenant avec ma femme depuis 5 ans qui s'appelle Spirit Mind et c'est en fait sur spiritmind.com et nous en avons un peu parlé ici. Donc ce sont en quelque sorte les 2 endroits pour se renseigner. Soit mon site web, imjeffallen.com ou spiritmind.com. 2 formations très, très différentes, mais comme vous le savez, tout est un. C'est ça. Donc, ça s'emboîte bien. Ouais, merveilleux. Merci d'avoir pris le temps de vous joindre à nous aujourd'hui. J'ai adoré parler avec vous et j'espère vous recevoir à nouveau pour poser le reste de mes pages de questions et obtenir vos réponses. Alors, tout le monde, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous envoie plein d'amour depuis mon doux foyer en Alabama et de Tokyo aussi où se trouve Jeffrey. On se voit la prochaine fois. Merci à tous d'avoir écouté. Merci, Julie. Pour enrichir votre voyage spirituel, cliquez sur l'une des vidéos ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner, laisser un commentaire et partager avec famille et amis.